Et en ce moment, tu peux retrouver mon nouveau projet en financement participatif sur Game on Tabletop et mes anciens projets sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors il arrive parfois que l'on ne trouve pas forcément son bonheur dans les systèmes déjà existants et que l'on décide soudainement de créer son propre système de jeu pour un JDR de son cru. Ou bien encore que l'on tente de remanier un système déjà présent pour le faire s'accorder un peu plus avec ce qu'on aime en termes de JDR. Mais dans tous les cas, il faut bien faire attention de ne pas se prendre droit dans la poire quelques vilains petits écueils de conception qui viendront malheureusement ternir l'expérience des joueurs autour de la tablée. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir 3 de ces petites erreurs à éviter lors de la création ou bien aussi de la modification d'un système de jeu de rôle, histoire de ne pas se retrouver comme ça malheureusement complètement paumé dès le départ dans des mathématiques complètement toutes pétées. Alors on commence par quelque chose de soft, entre guillemets, si on peut dire, même si ça reste quand même une préférence de conception qui est un peu beaucoup même héritée des JDR très old school. Et je veux bien sûr parler des calculs à répétition. Alors attention, je tiens à arrêter de suite les puristes du calcul qui ne ratent jamais une occasion de s'élever moralement sur les réseaux sociaux en disant que les gens de nos jours ils veulent plus faire de calcul, ils sont tous feignants, quelle société d'abrutis, de mon temps ça rechignait pas pour faire des additions et des soustractions, blablabla. Oui, on a compris, vous êtes très fort. Vous avez réussi à calculer ce jet de sauvegarde en prenant en compte la force du vent et l'indice colorimétrique du string de votre personnage. Bravo à vous, bravo. Je suis persuadé, ne vous en faites pas, que la NASA ne va pas tarder à vous appeler pour vous recruter. C'est même carrément sûr, et parce que tellement que vous gargarisez de ça en le criant sous tous les toits, on peut finir forcément par se demander si c'est pas ce que vous cherchez un petit peu en fin de compte. Ou bien alors peut-être c'est pour vous rassurer vous-même sur un truc... peut-être, Bon, bien évidemment, attention, je ne suis pas en train de diaboliser les systèmes avec des calculs, loin de là même. Je dis juste au contraire qu'il faut arrêter de sacraliser les calculs à foison comme la panacée d'un bon système de jeu. C'est tout, voilà, tout simplement. Parce que le souci avec les calculs, compliqués ou pas, c'est que ça prend du temps. Ça, c'est obligatoire, on peut pas y échapper. Et aussi, ça prend un petit peu d'énergie en fonction à chaque fois. Et vous pourrez avoir trouvé ce que vous pensez être la meilleure manière de résoudre un combat en faisant un calcul, certes pas méga compliqué, mais qui prendra, admettons, 30 secondes pour être résolu. Ok, c'est cool, bravo, franchement. Mais si ce calcul va devoir être fait pour chaque joueur autour de la table, à chaque fois qu'il attaque et qu'il se défend pendant son tour d'action et son tour de réaction, additionné au fait que vous allez devoir, vous en tant que MJ, faire pareil pour chaque PNJ pris dans le combat, du coup, comprenez bien que ces fameuses 30 secondes mises bout à bout comme ça en chapelet, ça commence à vachement fragmenter le combat, mine de rien. Et ça, c'est le plus gros écueil dans ce domaine, le fait de penser à une seule itération d'un calcul et pas de réfléchir avec une vue d'ensemble en se disant combien de fois, par heure ou par unité de temps, un groupe va devoir le faire, ce fameux calcul. Et pour améliorer ça, il faut réfléchir sur comment optimiser la fluidité du jeu sans pour autant dénaturer ce qui le constitue vraiment. Par exemple, pour ce faire, vous pouvez concaténer des jets plutôt que de les disperser, ou bien faire de même aussi avec les stats des personnages. Vous pouvez aussi réduire le nombre de paramètres incrémentés dans chacun des calculs, ou encore, pourquoi pas, avoir recours à une assistance logicielle pour accélérer le processus qui prendrait un petit peu de temps. Bref, plein de petits moyens éparpillés comme ça pour réduire seconde par seconde ces fameuses 30 secondes que je citais tantôt. Sans pour autant transformer ça bien évidemment et le réduire à 5 secondes, je dis pas ça. Mais juste comme ça, si avec quelques optimisations par-ci par-là, vous parvenez à réduire cela à 20 secondes, c'est déjà énorme en fait d'avoir gagné 10 secondes sur un calcul. Et ça, il faut bien comprendre, optimiser, ça ne veut pas dire rendre simpliste, c'est juste faire la différence entre l'efficacité et l'efficience. Et pour illustrer cette fameuse différence, je vais vous raconter une petite métaphore d'un de mes professeurs d'école d'ingé qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Donc pour faire la différence entre l'efficience et l'efficacité, en fait, c'est très simple. Admettons, je ne sais pas que là, il y a une mouche sur un mur qui m'agace très fortement. Ni une ni deux, je sors un bazooka et je pulvérise la mouche en tirant dessus. Malheureusement, en explosant également le mur et tout ce qui se trouve autour. Là, j'ai été efficace puisque j'avais un objectif et je l'ai accompli avec tous les moyens à ma disposition. Par contre, si je veux être efficient, j'ai juste à sortir une tapette à mouche et paf, voilà.
plus de mouches. Et j'ai toujours mon mur au passage, ce qui est quand même vachement plus optimal. Vous l'aurez compris, l'efficience, c'est parvenir à un résultat en optimisant les moyens mis en œuvre pour y arriver. Et c'est ce que vous devez faire vous avec votre système de jeu. Rechercher l'efficience et non l'efficacité. Parce qu'en construisant un système efficient, ça va permettre d'obtenir le même rendu en termes de jeu, donc le même résultat, le tout en dépensant le moins d'énergie possible, que ce soit d'ailleurs pour vous ou pour les joueurs aussi, les deux sont valables. Ce qui est pas mal en fait, parce que ça veut dire que de cette énergie, il en restera plus à octroyer au roleplay ou à l'interaction avec l'histoire, par exemple, je ne sais pas. Enfin bref, des trucs qui sont vraiment intéressants, pas des soustractions ou des additions. Et d'ailleurs, je dois l'avouer, j'ai toujours eu un peu de mal à saisir la prétendue gloire que certains pensent tirer du fait d'accomplir une tâche en dépensant 2 fois plus d'énergie que s'ils avaient fait ça avec efficience. En mode, je sais pas, no way but the hard way, ou no pain no gain, un truc du genre. Si on peut faire ça plus rapide et plus simple, alors à quoi ça sert de faire plus lent et plus compliqué? Vraiment, je ne comprends pas. Je sais pas, après peut-être pour faire plaisir aux dieux des mathématiques, peut-être, ou alors c'est pour se rassurer de quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Alors le deuxième écueil est le plus difficile à discerner quand on conçoit des systèmes de jeu, et c'est le fait de ne pas voir ce que l'on appelle les effets de bord. Alors ce terme est emprunté à l'informatique pour désigner une fonction qui modifie un état en dehors de son environnement local. Dit comme ça, je suis d'accord, c'est pas très clair. En gros, elle engendre un effet secondaire plus ou moins éloigné et imprévu de la base de ce qui était prévu. Alors je vous rassure, le problème des effets de bord dans les jeux, ça arrive même aux meilleurs. Les plus connus sont souvent dans le domaine des jeux vidéo et plus particulièrement dans les jeux compétitifs. Ou par exemple des changements comme ça sur l'équilibrage peut parfois amener des effets de bord qui se transforment en tendance, ce que l'on appelle une méta. Grosso modo, une méta c'est quoi? C'est le truc le plus optimal à faire, même si le jeu n'est pas destiné à être joué comme ça. Bon, je vais pas vous parler plus avant des jeux vidéo, on va prendre un exemple caricatural lié au jeu de rôle pour vous donner une idée de c'est quoi un effet de bord. Admettons que dans votre système, vous dites qu'attaquer en faisant un salto arrière, ça apporte un bonus au jet d'attaque. D'accord, ok, très bien, on va dire que ça favorise des combats un peu acrobatiques et de l'esthétisme là-dedans. Mais attention, ce qui va se passer si vous ne contrebalancez pas ça avec une restriction particulière, c'est que tous les joueurs, ou du moins il y a un risque que tous ces derniers vont se mettre à attaquer en faisant des galipettes et que vos combats vont très vite ressembler au cirque du soleil. Et ils auront raison, parce que si attaquer simplement n'offre pas de bonus, mais attaquer en faisant un salto en offre un, alors pourquoi s'en priver? Et des effets de bord comme ça, il y en a eu et il y en aura à l'appel dans les jeux vidéo, comme je le disais, mais aussi dans les jeux de rôle, avec Donjons et Dragons, qui n'a eu de cesse d'ailleurs de patcher ses effets de bord au fur et à mesure de ses éditions. Bon, malheureusement, j'ai pas une connaissance assez aiguë de D&D pour vous prendre des exemples vraiment concrets, mais si vous tapez sur Google Dungeons and Dragons Exploit, vous verrez qu'il y a des pages et des pages de discussion comme ça sur des points de règle qui peuvent être un petit peu tirés pour complètement sortir un peu du cadre du jeu, ou du moins casser le jeu en quelque sorte. Bon, alors comment on évite tout ce bazar? Bon, déjà, faut comprendre que comme vous avez pu le voir, ça arrive même aux meilleurs, donc ça vous arrivera forcément à vous aussi, rassurez-vous, ou ne vous inquiétez pas, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est tout. De 1. De 2, il faut tout le temps, avec chaque ajout de règles, se poser la question de qu'est-ce que ça va donner in fine comme style de jeu et comment quelqu'un pourrait abuser de ce point de règle pour casser le jeu en question. Et ça pour chaque point de règle, comme je le disais. C'est avec ça qu'on comprend toute la complexité de faire un système de jeu globalement bien constitué. Parce que le rendre incassable, ou du moins combler les failles que les joueurs pourraient exploiter pour détourner le jeu de son style voulu, c'est une tâche en réalité vachement complexe. Car il faut anticiper de fou et avoir genre 4 à 5 coups d'avance sur les futurs joueurs qui expérimenteront ce système. Et bon, si vous souhaitez commercialiser votre système, je vous conseille de vous entourer de potes qui serviront de bêta-testeurs et qui devront être dans l'optique de chercher à casser le jeu à tout prix. Histoire comme ça de faire une sorte de stress test, comme on dit dans le jargon, dans le but de chercher les moindres failles dues à des effets de bord, et de les combler avant la sortie finale. Et si vous êtes juste entre amis, bon là c'est moins grave entre guillemets, puisque d'un commun accord, vous pouvez changer un peu la règle à la volée pour éviter que le jeu n'en pâtisse trop. Parce que oui, même si c'est amusant de casser le système de jeu, ça fout quand même en l'air l'histoire et le roleplay qui va avec, donc c'est quand même un peu ballot, et mieux vaut passer au-dessus des failles plutôt que de chercher à s'y engouffrer systématiquement. On n'est pas là forcément pour casser le jeu, on est surtout là pour raconter une histoire à plusieurs, comme je le dis tout le temps, donc bon, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et enfin pour finir, on va parler d'un écueil qui est assez connu dans le domaine du game design, notamment dans les jeux vidéo, et c'est le concept de dissonance ludo-narrative. Ah oui, ça fait un mot assez long, on va pas se le cacher. Alors la dissonance ludo-narrative, c'est ce qui se produit lorsque les actions du joueur dans un jeu, ludo, entrent en contradiction avec l'histoire ou le scénario narratif du jeu. Ce terme a été popularisé par Clint Hawking dans un blog critique du jeu vidéo BioShock,
où il a souligné la contradiction entre le scénario centré sur l'altruisme du personnage principal et les mécanismes du jeu qui récompensent et encouragent un comportement égoïste et violent. Ce qui fait que ça peut créer une sorte de confusion quant à la nature même de l'expérience de jeu. Bon, même si on ne va pas se le cacher quand même, ça n'a pas forcément dérangé plus que ça les fans du premier BioShock, pour tempérer comme ça un peu les propos de l'ami Hawking. Mais bon, quoi qu'il en soit, le concept est là, pas besoin de rentrer dans le débat pour savoir si l'exemple qu'il a pris était parlant ou pas. Là où la dissonance ludonarrative peut arriver en jeu de rôle, c'est quand vous concevez un système de jeu, ou prenez un système déjà existant, qui ne va pas forcément s'adapter au ton ou à l'ambiance que vous souhaitez mettre en place dans l'histoire. Je veux dire par là, par exemple, si vous partez sur un système très pulp, genre très basé sur l'action, avec des mécaniques qui favorisent un peu les situations rocambolesques de style what the fuck. What the fuck, difficile à dire. Faut dormir la nuit. Et ça, vous prenez donc ce système pour faire un jeu de rôle d'horreur avec une ambiance très dark et très réaliste, ben ça va forcément coincer quelque part. Et l'inverse est tout aussi valable. Si vous faites un système réaliste avec de l'attrition, de la santé mentale, des conséquences graves suite à des échecs, mais que votre histoire est de nature plutôt légère et plus concentrée sur l'action pure, ou du moins plus sur le fun, c'est comme si vous mettiez des engrenages pas adaptés dans une machinerie. Ça peut fonctionner un temps, mais ça va être laborieux pendant ce laps de temps, et en plus de ça, ça va finir par péter à un moment donné. Ce qu'il faut faire, c'est que dès la conception, vous ayez déjà une idée très claire du style de jeu que vous souhaitez créer avec votre système. Par exemple, si ça va être de l'horreur, il faudra inclure des mécaniques d'attrition de ressources que les joueurs vont devoir gérer. Si ça va être un jeu qui va être très centré sur l'action, dans ce cas, il faudra s'assurer que les jets soient accompagnés de peu de calculs, car forcément il y en aura beaucoup de jets et ça devra pas casser le rythme de l'action en cours. Ou alors si ça va être un jeu très centré sur l'épicness, l'épique en somme, dans ce cas-là il faudra faciliter ça en limitant le réalisme pour permettre de partir un peu dans les aigus en termes de faisabilité pour les joueurs, etc. etc. Faut juste comprendre qu'il est important d'avoir une vision de jeu dès le départ lorsque l'on crée un système, parce que c'est justement ce dernier qui va permettre de créer le jeu en lui-même, ou du moins de le motoriser comme on dit. Et au-delà de cet aspect pratique d'avoir une vision de jeu pour son système, ça se révélera aussi très bénéfique puisque ça va vous permettre d'éviter de construire un système trop fade entre guillemets, qui fait un peu tout modérément bien, mais qui en fin de compte n'excelle dans rien. Et je vous dis très franchement, mieux vaut partir dans l'idée de créer une expérience de jeu unique avec un système tout aussi unique mais très spécifique, qui sera adapté à un certain type d'histoire bien en particulier, plutôt que d'essayer de faire un système un peu passe-partout comme ça, qui n'aura pas de cachet vraiment propre à lui-même, et qui risquera de ce fait de créer tôt ou tard une dissonance ludonarrative même légère, parce qu'il sera pas forcément adapté à certaines situations. Parce que oui, malheureusement c'est comme ça, il y a des systèmes qui vont mieux avec tel type d'histoire, faut juste accepter et comprendre que ça sert à rien d'essayer de faire rentrer de force un carré dans un trou triangulaire. Alors faire son propre système de jeu ou adapter un système de jeu existant pour ses propres besoins, comme vous avez pu le voir, c'est toute une aventure. Mais malgré tout, c'est vachement intéressant comme exercice je trouve, parce que ça vous fait plonger un petit peu dans le dur du game design, qui je trouve d'ailleurs est un domaine absolument passionnant. Moi je trouve ça vraiment fou, quand même que la base de ce domaine, c'est de réfléchir à comment créer du fun pour les gens. Parce que, un jeu c'est marrant, c'est agréable, c'est divertissant, mais en même temps, pourquoi c'est tout ça? Et surtout, comment c'est tout ça? C'est ça qui est fou, c'est qu'il va falloir réfléchir pour le concevoir dans cette optique, en étudiant au préalable les mécaniques qui engendrent ce fameux fun. Et là-dessus, il n'y a pas de vérité générale, c'est pas des recettes toutes faites, et c'est beaucoup d'expérience, d'empirisme et beaucoup de réflexion derrière. Au passage, d'ailleurs, si vous avez les moyens, je vous conseille l'excellent livre L'art du game design de Jesse Schell. C'est un sacré bouquin, genre ça fait 640 pages je crois, mais c'est vraiment la bible en la matière et c'est super intéressant parce que ça plonge vraiment en profondeur dans le sujet et ça permet de se rendre compte de plein de choses pour la création d'un jeu, et ce, quel qu'il soit. Bref, je pense que ce sera pas la dernière vidéo qui parlera de game design en jeu de rôle, parce que c'est aussi un sujet que je trouve super intéressant, comme je l'ai dit, et en plus de ça, je trouve que c'est un sujet qui mérite un petit peu plus de lumière, car on n'en parle pas assez. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour moi dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien surtout. C'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.